C'est un pari hein, que j'ai accepté de parler de l'astronomie arabe, parce que ce n'est pas au centre de mes préoccupations, disons, de mon créneau direct de recherche. Mais ça, je pense que ça valait le coup. Le défi valait le coup, je pense. Et je vais ainsi commencer, parce qu'il s'agit de Kérouan, donc on va essayer de montrer déjà les personnalités de Kérouan qui ont participé au grand courant de l'astronomie arabe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on verra quelle est la contribution de l'astronomie arabe. Quand je dis arabe, c'est de langue arabe au savoir universel. Il est beaucoup plus important qu'on imagine. Et chaque fois qu'on cherche, on trouve de nouvelles raisons de le trouver important et même plus que ça, si vous voulez. Donc on commence par Kérouan. Alors j'ai trouvé 4 personnages. Les dessins qui sont à droite sont purement fantaisistes. Hein. C'est pour... voilà. Bon, je me suis amusé à dessiner les personnages et à essayer de trouver quelque chose qui corresponde à la personnalité que j'imagine. Bon, c'est ma responsabilité, hein. Ne m'en veuillez pas trop. Alors, le premier connu à Kérouan, c'est Ismaïl Ben Youssef El-Talla Al-Munajim. Donc, c'est très tôt. C'est très tôt parce que c'est quelqu'un qui s'est trouvé à Damas, en Irak, je dirais en Syrie, et qui a visiblement connu Thabit, enfin, je pense, il était contemporain de Thabit ibn Qura, il a pu le rencontrer. Thabit étant une grande figure de l'astronomie arabe, quand même. Et à une époque où la tradition, c'était quand même de consulter les astres. Je vous signale que le premier zodiaque arabe que nous avons, il est de 762, c'est le zodiaque c'est l'horoscope de la fondation de la ville de Bagdad, qui a été fait par 4 grands astronomes astrologues. Il y avait Al-Fazari, il y avait Tabari, il y avait Ibn Aufart, et puis Masha'Allah, qui lui était vraiment un astrologue. Mais les autres étaient passés de l'astronomie à l'astrologie de façon... Fazari, on va en reparler. Voilà, alors on ne sait pas grand-chose de lui, mais voilà un personnage de Kérouan que j'ai mis à côté de Thabit Ben Qura, puisqu'il y a toute une imagerie populaire autour de Thabit, le fameux Tabet des Latins. Le deuxième personnage qui est intéressant, c'est Abu Sahl bin Tamim al-Israëli, Dounash, bon, etc. C'est un élève du grand médecin de Kérouan dont on a parlé il y a un mois, parce que j'étais ici, j'ai pu participer à un colloque où on a parlé de Kérouan et de ses personnages. Il était là, Ishaq ben Sulayman al-Israëli, médecin de cour. Alors, il est l'élève d'Ishaq, il est médecin de cour, et ce qui est intéressant, c'est pionnier de la philologie hébraïque. C'est quelque chose qui est très important, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que la philologie hébraïque naît par des arabisants au Moyen-Âge. L'hébreu, vous savez, c'était une langue qui était réservée, c'était une langue sacrée qui était réservée, personne ne parlait plus hébreu depuis plus de 1000 ans. On ne parlait plus hébreu, donc c'était réservé à des rabbins. Mais même les rabbins, même le Talmud et le Targum, le Targum, je veux dire, c'est-à-dire les commentaires de la Torah sont faits, non pas en hébreu, mais en araméen. Il n'y a pas de commentaires en hébreu. Or, l'hébreu naît au Moyen-Âge, à travers des gens comme lui, et puis les Juifs d'Andalousie, qui font naître une langue scientifique et religieuse hébraïque à partir de l'arabe. Et c'est l'arabe qui sert de modèle. Il faut se demander pourquoi un type comme Abélard, par exemple, vous savez, celui qui a été l'amoureux d'Héloïse, et puis voilà, et puis qui a eu des petits problèmes
comme Al-Hallaj, il a eu des problèmes comme lui, hein. Il a eu le même supplice, un des supplices d'Al-Hallaj. Pourquoi il dit j'en ai assez de Paris, je veux aller chez les philosophes? Les philosophes, c'est les Arabes, c'est la philosophie arabe. Pourquoi on regarde vers le sud? On ne regarde pas vers les Grecs, on regarde vers le sud. Alors, il n'a pas expliqué ça. Bon, en tout cas, pour lui, ce que les Arabes ont donné, c'est de l'astrologie. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas démonter la thèse, ça ne sert à rien. Je vous dis, c'est ce qui se dit, c'est ce qui court. Chez la plus bête, le plus bête des préjugés. Mais malheureusement, les préjugés, vous n'allez pas les enlever avec un raisonnement. Malheureusement, ça persiste, parce que c'est saillant, parce que ça plaît, parce que c'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Ce qui n'empêche pas d'utiliser notre raison, naturellement. On vit au-delà du présent, on vit aussi pour les générations futures. Donc voilà, hein, c'est clair. Alors, une des premières choses que je voudrais montrer, c'est que l'observation chez les Arabes. Alors il y a des gens qui l'ont dit, même au Moyen-Âge, des Latins admiraient chez les Arabes le sens de l'observation, l'expérimentation. C'était quelque chose qui ne se faisait pas chez les Grecs. Je vais donner un exemple. Alors je me sers là d'une conférence qu'a fait Georges Saliba, qui est professeur à Columbia, et qui a fait de nombreux ouvrages sur l'astronomie arabe, qui est un homme excellent. Et j'espère qu'un jour, s'il n'est pas venu ici, vous le ferez venir. C'est un homme très agréable, un vieux monsieur charmant, hein, il y en a beaucoup comme ça. Alors c'est intéressant parce qu'il montre que d'abord, quand Ibn Hajjaj, Matar Ibn Hajjaj, lorsqu'il traduit l'Almageste, finalement, innocemment, la chose qu'il fait, c'est qu'il met un autre calcul que Ptolémée. Il ne se sert pas. On met ce que dit Ptolémée, et puis on le calcule et on met ce que donnent les astronomes arabes. Ce n'est pas ce que donne Ptolémée. Donc on a changé. Ça veut dire qu'il y avait déjà, on est vers 820, il y avait déjà une expérimentation. On a déjà vérifié, et c'est avant le Beit al-Hikmah, etc. Non, il y avait déjà une tradition d'observation astronomique. La deuxième chose, c'est qu'il se rend compte que Ptolémée, il n'a pas à calculer. Il reprend les chiffres qui sont dans les tablettes babyloniennes, qui ont déjà 500 ou 600 ans. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que les Grecs, ce qu'ils ont fait, alors c'est sublime la présentation, le modèle grec c'est sublime, c'est tout ordonné, c'est magnifique, c'est comme le Panthéon, c'est beau, tout est magnifique. Mais justement, c'est ça chez eux, c'est cet esprit géométrique. Ils ont une conception géométrique et ils ont essayé de faire passer tout à travers cet idéal géométrique. Et ceux qui n'allaient pas, on va le voir, ils le poussaient un peu, ils se débrouillent. Ils se débrouillent pour faire rentrer la réalité dans l'idéal géométrique. C'est ça. Alors, c'est grandiose, c'est beau. On pourrait un jour, si on revenait sur l'histoire de l'astronomie, moi je m'intéresse à l'astronomie babylonienne. Je m'intéresse et puis je regarde, j'essaie de préciser ce qu'ont apporté les Grecs. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. On est dans exactement le même rapport qu'on est entre les Grecs et les Arabes. Hein. Je vous dis, ça pose autant de problèmes et il y a autant de préjugés. Les Arabes ont tout de suite le sens de l'observation. Et ils reprennent Ptolémée, on va voir. D'abord, ils se donnent des instruments de mesure. Alors, ils n'ont pas inventé l'astrolabe. Théon d'Alexandrie, peut-être l'a fait. Philipponos, c'est sûr, il a fait un traité. Sévère Séborte, le Syriaque dont je vous parlais tout à l'heure, l'évêque de Nizib, fait un traité qui reprend Philipponos. Le premier astrolabe arabe est réputé être celui de Fazari. Et puis, vous avez tous les développements, c'est l'enfance de l'astrolabe. Et la maturité, elle vient avec Khwarizmi, Fadrani, etc., etc. Et puis en Andalousie, Majriti. Et là, l'astrolabe devient un instrument extrêmement complexe. D'abord, il devient le petit computer de l'époque, le petit instrument universel.
puisqu'on peut tout faire avec. On avait même des astrolabes de poche. J'en ai vu un au Louvre parce que j'ai eu la chance de pouvoir le décrypter. Il fait, je sais pas combien, il fait comme ça, 7 cm je pense. C'est comme un oignon, comme une montre oignon, ça se mettait dans la manche. C'est formidable, c'est des instruments magnifiques. Alors, pour terminer, donc notre héritage arabe dans les noms d'étoiles, c'est ce qui reste aujourd'hui culturellement, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est aimé. C'est pas quelque chose qui est repoussé en disant c'est des noms arabes. Non, non, non. Tous les jours, on va trouver des nouveaux noms arabes d'étoiles. Alors aujourd'hui, on ne trouve pas que des noms arabes, on va chercher aussi des noms chinois, des noms indiens, des noms amérindiens, des noms, je ne sais pas, papous, tout ce qu'on veut. Mais quand même, 2/3 des noms d'étoiles sont arabes. Restent arabes, et ce sont des noms populaires qui sont prisés par les tenants de l'astronomie populaire, les associations, les catalogues. On met des noms d'étoiles, on en met le maximum. Et voilà. Regardez sur Internet, vous allez voir qu'à côté des... Maintenant, on ne met plus que les noms arabes, on essaie de mettre les noms dans toutes les langues. Mais les noms arabes sont connus. Et ça reste quelque chose qui, même si la proportion diminue dans les décennies qui viennent, c'est quelque chose qui restera. Parce que ces noms sont installés depuis 1000 ans quand même. Aldébaran, c'est Aldébaran. Rigel, c'est Rigel. Vega, c'est Vega. C'est le nom. C'est très populaire. Et c'est passé dans les littératures populaires. Prenons Aldébaran. Aldébaran, c'est pas simplement passé dans la littérature populaire, c'est passé dans les marines de guerre. La marine française, la marine anglaise, la marine italienne, toutes trois ont depuis 500 ans un bateau qui s'appelle Aldébaran. Il y a l'astrolabe et il y a Aldébaran. Et si vous connaissez le roman populaire Ben-Hur, tout le monde connaît, a vu le film peut-être, vous avez vu le film Ben-Hur. Eh bien, il y a un cheikh qui s'appelle Cheikh El-Derim. C'est une association curieuse. El-Derim, ça fait assez turc, mais enfin bon, bref. Il ne faut pas aller faire la critique des anachronismes. C'est du roman. Et il a 4 chevaux qui font l'attelage de Ben-Hur lorsqu'il fait le... Alors, il y a Antares, mais il y a Rigel, il y a Vega et il y a Bételgeuse. Donc 3 des chevaux de Ben-Hur ont un nom arabe et un nom grec. Et bien c'est exactement la proportion que nous avons aujourd'hui dans les noms d'étoiles. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me prête à vos flèches si vous le voulez bien.